Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet entretien des aigles, donc, nous allons rencontrer Gilles Cavalli, qui va nous parler de tout ce qui a trait à la stratégie et la gestion agricole, du pilotage à la compétitivité de celle-ci. Bonjour Gilles. Bonjour Olivier. Je te propose de te présenter, d'aborder aussi ton activité AgriFind et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Moi, je suis créateur d'AgriFind, entreprise créée en 2018. Je suis également auteur aux éditions France Agricole d'un ouvrage intitulé « Manager une entreprise agricole durable ». Et puis aujourd'hui, j'aide les agriculteurs et plus largement les acteurs du monde agricole à mieux vivre de leur métier, à relever les défis de cette agriculture du XXIe siècle, qui est vraiment un des défis majeurs qu'on a à vivre ensemble. Pour moi, l'agriculture, c'est vraiment une activité qui est noble. Elle est indispensable à la vie, comme d'autres, hein. Mais on mange à peu près ou normalement 3 fois par jour, tous autant qu'on est. Donc il y a un côté absolument essentiel. Et puis c'est ça qui m'anime au quotidien. D'accord. Et ça marche bien tout ça. Il y a une bonne réception de la part du marché sur tous ces enjeux, ces problématiques. De plus en plus, puisque on est à la croisée des chemins avec tout ce qui s'agit du réchauffement climatique, les pressions sociétales par rapport aux conditions de production, les aspects économiques, les façons de produire qui évoluent, et tout ça fait que l'aspect développement durable, l'aspect innovation, l'aspect entrepreneuriat du monde agricole, ces aspects sont de plus en plus étroitement liés, et c'est là que j'interviens. D'accord. Alors justement, on va initier un peu nos auditeurs à la question agricole et à son environnement, son contexte, car la plupart la méconnaissent ou ont une vision plutôt romantique de la chose. À cet effet, ça pourrait être intéressant de commencer par s'interroger donc sur ces fantasmes, sur ces perceptions, et rappeler peut-être concrètement ce qui s'est passé historiquement, que ce soit de la période de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Comment donc présenterais-tu, définirais-tu les différents piliers qui ont fait aujourd'hui la France agricole ? On sort de la guerre avec un pays exsangue. On ne se remémore pas, mais les tickets de rationnement alimentaire, c'est encore dans les années 50 qu'ils existent. Et puis arrive toute la modernité pétrochimique, la modernité des tracteurs, qui va grandement faciliter le travail des agriculteurs. Il y a un appel de main-d'œuvre à la ville, et il y a besoin de nourrir, de redresser le pays et de nourrir la population. On a une phase tout de suite après-guerre qui est un petit peu chaotique, et puis arrive le début des années 60 avec un ministre d'agriculture qui s'appelle Edgar Pisani, qui a marqué son temps. Il était ministre entre 61 et 66, et c'est lui qui est à l'origine des grandes lois d'orientation agricole qui ont presque envie de dire perduré jusqu'aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, ce qu'il a mis en place et le côté planification et le côté productivité qui était mis en place dans l'agriculture française. Alors, il n'était pas tout seul. Il a notamment collaboré avec un syndicaliste qui s'appelle Michel Debatisse. Lui, il a d'abord été secrétaire de la JAC, la Jeunesse agricole française, qui a joué Jeunesse agricole chrétienne, pardon, qui a joué un grand rôle dans l'émancipation du monde agricole. Ensuite, il a été à la tête du CNJA, donc c'est le syndicalisme agricole des jeunes agriculteurs, entre 58 et 63. Et puis derrière, il a été également président de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire des exploitants agricoles. Et il n'y a pas une réunion où on parle du passé et de l'avenir de l'agricole, où ces deux noms ne reviennent pas. Puisque autour des années 63 pour mémoire, c'est I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Un petit peu pour situer.
et c'est eux qui mettent les bases de ce qu'est l'agriculture et de ce qu'elle a été sans discontinuer, on pourrait dire, au moins jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Puisque la PAC, la politique agricole commune, s'est mise en place. Et puis, dans un premier temps, elle a soutenu les prix. Certains se souviennent qu'il y avait des stocks de beurre, des stocks de poudre de lait, que l'Europe achetait des quantités faramineuses de blé pour soutenir les marchés et soutenir l'agriculture avec des prix qui étaient garantis par l'Europe. Et ça s'est arrêté en 1992 avec la nouvelle PAC qui a arrêté la subvention, la garantie des prix en termes d'achat, mais qui a donné des subventions en termes d'hectares et directement aux producteurs. Et a ouvert le marché mondial. Donc là, il y a une rupture qui a été assez forte. Certains secteurs ont été un petit peu protégés, privilégiés, notamment le secteur laitier avec les quotas laitiers ou le secteur betteravier avec les quotas, et donc qui a permis de maintenir en régulant la production en France, de maintenir des prix, même s'il y avait une petite partie qui était alignée sur le marché mondial. L'Europe a voulu continuer à bien mettre en avant sa puissance agricole en exportant à bas prix des denrées alimentaires produites chez nous. Et puis, tout ça a tellement bien marché qu'on avait effectivement des excédents de production. Et puis on arrive, on va dire, courant des années 2000, où le volet, je le fais très simple, mais ça explique un petit peu d'où on vient, le volet comment est-ce qu'on produit et quelles sont les externalités négatives, pour utiliser des gros mots, quels sont les impacts, notamment environnementaux, qui existent. Et ben, on a, sous le président Sarkozy, le Grenelle de l'environnement, suite à des directives européennes, avec quelque chose qui s'appelle Ecophyto, où on a dit aux agriculteurs et à l'ensemble des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, de produits de protection des végétaux, vous allez devoir, dans les années à venir, baisser drastiquement l'utilisation de ces produits. Ça, c'était 2008. Et on arrive aujourd'hui en 2022-2023 à une nouvelle réforme de la PAC, une énième réforme de la PAC, qui s'appelle Farm to Fork, de la fourche à la fourchette. Et l'idée n'a pas changé depuis le début des années 2010, à savoir comment réduire drastiquement la dépendance aux intrants azotés, comment réduire drastiquement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment dans des buts de protection de la santé des personnes, mais surtout de protection de l'environnement et de la ressource en eau. Et ces différents choix ont fortement affaibli le modèle agricole et le fonctionnement usuel de l'agriculture française, qui aujourd'hui qui hier était largement dominante en Europe et qui aujourd'hui, en valeur en tout cas, se fait tutoyer régulièrement par les Allemands et les Néerlandais. Les Néerlandais, ils sont sur un mouchoir de poche, 16 millions, avec une quantité de valeur produite qui est des années similaires à ce que peut faire la France. Voilà un petit peu brosser très très rapidement l'historique de l'agriculture française, une histoire de l'agriculture française de l'après-guerre à aujourd'hui. On peut dire que donc la question agricole a accompagné les grands mouvements de l'histoire européenne. Cette histoire européenne qui incluait notamment aussi cette transformation en faveur du libéralisme avec le règne de l'Occident tout-puissant, etc. Un nouveau choc est tombé sur la tête des Européens et de la planète entière. C'est évidemment tout ce qui a trait à la pandémie, mais également les problématiques environnementaux, ce que l'on vit en ce moment, à savoir la période de sécheresse qui s'installe, qui impacte les productions. Donc ce sont de nouveaux chocs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux nous parler des enjeux pour les agriculteurs aujourd'hui ? Les enjeux aujourd'hui, ils sont d'ordre tout simplement économique, puisque quand on est sur un marché mondial et qu'il n'y a que quelques pourcents de la viande de mouton qui fait le prix du mouton, ou quelques pourcents des volumes de blé ou de lait qui font les prix, en tout cas pour bon nombre d'agriculteurs, et ben forcément ça pèse sur les comptabilités et sur les rentrées d'argent. Les enjeux, ils sont d'ordre sociaux, avec les aspects pression sociale sur l'utilisation des intrants
qui est de moins en moins tolérée, acceptée et qui n'a franchement jamais été comprise, du pourquoi, du comment ces produits étaient utilisés. Et puis, donc ça, c'est le mix entre le social et l'environnemental. Alors certes, il y a eu des choses qui ont été, vraiment faites de façon dépourvue de tout bon sens par le passé, mais depuis une vingtaine d'années, on a quand même un virage drastique qui s'est mis en place. Alors peut-être insuffisant, peut-être pas, mais en tout cas, l'agriculture des années 2020 n'a pas grand-chose à voir avec l'agriculture des années 90 sur l'utilisation massive des intrants tels qu'on pouvait l'avoir dans notre pays. On aime bien parler d'agriculture intensive et mettre en avant, si on veut comparer, enfin, intensive en quoi? C'est ça la question. Le Brésil, ils sont très extensifs, les États-Unis aussi, parce qu'ils ont des surfaces qui sont énormes, donc ils n'ont pas besoin de mettre beaucoup d'intrants pour pouvoir produire, parce que la faible productivité, les faibles rendements sont compensés par les surfaces qui sont énormes. En France, on n'a pas des surfaces qui sont excellentes, qui sont très importantes. On a des terres qui font partie des plus belles terres du monde, qui permettent de produire en quantité et en qualité. Et on a des exploitations qui sont somme toute de taille très modeste, pour pas dire très petite, si je compare à l'échelle mondiale. Et donc du coup, ça fait que à l'hectare, la productivité, elle est plutôt conséquente chez nous, parce que les moyens aussi sont présents qui permettent de le faire. Donc pour revenir aux enjeux, c'est ces enjeux-là auxquels les agriculteurs font face. Ils sont beaucoup encadrés, aidés, accompagnés par les filières, sur la filière amont qui leur fournissent l'intrant ou la filière aval qui leur achète leur production. Et finalement, ils sont aussi un petit peu tiraillés entre l'amont et l'aval. Et souvent, l'ajustement se fait à leur niveau. Parce que les acteurs amont et les acteurs aval sont de tailles qui sont de beaucoup plus significatives, économiquement parlant, que celle d'une exploitation agricole, quand bien même elle fasse quelques centaines d'hectares. Alors donc de nouveaux problèmes à résoudre, de nouveaux défis qui se présentent suite à ces grands changements. Avec des choses qui sont pas nouvelles, mais qui ont bien changé la vie d'un certain nombre, la fin des quotas laitiers, la fin des quotas betteraviers, où quelque part c'était deux productions qui étaient entre guillemets privilégiées, puisqu'il y avait une sorte de garantie de prix qui était permise par la maîtrise de la production, et donc du coup derrière quelque part de chiffre d'affaires et de revenus. Donc il y avait une visibilité, et aujourd'hui il y a de moins en moins de visibilité, et c'est ça que les agriculteurs redoutent. Moins de visibilité sur le prix d'achat des intrants, notamment l'azote qui a explosé ces derniers mois, moins de visibilité sur les prix d'achat de vente. Alors aujourd'hui, on a des cours qui sont très hauts en blé, en colza, en tournesol, mais hier, c'était pas le cas. Donc ces fluctuations, il faut avoir les reins solides pour pouvoir les encaisser et ou être en mesure de profiter de ces aubaines-là. Encore faut-il être en capacité de commercialiser directement sa production, ce qui est le cas d'une minorité d'agriculteurs. La plupart d'entre eux confient ça à un organisme de stockeur, à un négoce, à une coop, et ils vendent ça à ce qu'on appelle un prix moyen, en fonction de ce que cet organisme-là est capable de commercialiser tout au long de l'année.